Un épisode 4 pour la série Ahsoka, définitivement riche en rebondissements et en tournures que personne n'a, à ma connaissance, anticipé, en particulier concernant Marok, dont certains évoquaient Ezra, Starkiller ou même un clone de Luke Skywalker, et moi, depuis le début, j'ai toujours pensé que ce serait un nouveau personnage, mais clairement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ce qu'on a vu dans cet épisode. On va également évoquer dans cette vidéo, plus en détail, le passage dans le monde entre les mondes d'Ahsoka, qui soulève beaucoup de questionnements, en particulier sur la façon dont elle accède à cette dimension qui apparaît très étrange. Bref, un bon programme en perspective, donc restez bien jusqu'à la fin. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et voir le summum de la contribution, partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, car ceci est vraiment très important pour le développement de la chaîne et en particulier dans l'objectif que je me suis fixé d'atteindre au moins le premier palier du YouTube Game, à savoir obtenir les fameux 1000 premiers abonnés. Ceci me permettra de produire du contenu plus long, plus régulier et de meilleure qualité. Nous ne sommes pas des Jedi. Première scène de combat, on peut y apercevoir une démonstration des aptitudes au combat de Huyang. J'ai trouvé ce combat l'opposant à un autre droïde particulièrement bien fichu. Dans le même temps, le dialogue entre Ahsoka et Sabine dans le vaisseau confirme en effet que Sabine est très proche d'Ezra, probablement bien plus proche que de la simple amitié comme cela était suggéré dans Rebelle, mais ce qui est intéressant de noter ici est que cela perturbe grandement Ahsoka, faisant probablement le parallèle évident entre Anakin et Padmé. Cela semble donc bien nous diriger vers la raison principale pour laquelle elle a laissé tomber la formation de Jedi de Sabine la toute première fois. La prochaine scène sur laquelle je souhaiterais m'attarder concerne les explications qui nous sont données sur le comment Morgan compte effectuer son saut en hyperespace afin d'atteindre la nouvelle galaxie. Il semblerait donc qu'elle ait la possibilité, avec des technologies somme toute assez classiques, bien que en apparence certains instruments ont l'air assez nouveaux dans l'absolu, elle ne fait que compiler les données issues de l'artefact, lui-même relié au temple, vers le calculateur de trajectoire du vaisseau. Morgan avait donc en effet tout ce qu'il fallait pour faire son saut et nul besoin des purs guides avec cette technologie-là. Je pensais d'ailleurs que ce serait le cas d'Ahsoka dans l'hypothèse où Morgan effectuerait son saut en hyperespace avant que Ahsoka et sa padawan ne puissent l'arrêter. Dans cette hypothèse, j'avais donc imaginé que Ahsoka ou Sabine puissent trouver un moyen de voyager avec les Purrgils. Il n'en est évidemment rien comme on le voit vers la fin de cet épisode, mais on y reviendra plus tard. J'ai quand même un doute sur les instruments de bord servant d'interface entre le temple et le vaisseau de Morgan. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un design similaire à celui-ci dans les précédentes œuvres Star Wars, mais ma mémoire peut toujours me faire défaut, ça n'aurait rien d'étonnant. N'hésitez pas donc en commentaire à me dire si vous avez déjà vu des instruments qui ressembleraient à cela, ceci m'intéresse. Vient ensuite le combat entre Ahsoka, Sabine versus Shin et Marok, dont l'issue concernant ce dernier a, je pense, pris la plupart des fans par surprise. Pas d'Ezra, pas de Starkiller ou encore de clone de Luke Skywalker, Marok semble être une créature magique invoquée par la magie des Sœurs de la Nuit, en l'occurrence de Morgan. On peut tout de même se questionner sur l'enveloppe corporelle de cet individu. Est-il 100% magique ou bien est-ce à l'origine un individu sensible à la force qui a été renforcé par la magie de Morgan? En effet, Savage Opress, le frère de Maul, avait été renforcé par la magie des Sœurs. À sa mort, il laissa échapper les mêmes lueurs verdâtres de son corps. Du coup, vu qu'on nous montre pas le visage du défunt Marok, presque toutes les théories finalement restent encore valides. On peut même remarquer dans cette même scène que Sabine ne s'est pas franchement améliorée entre temps. Shin la domine complètement. On assiste aussi à une sorte de pichenette de force envoyée par Sabine, à moins que ce ne soit même pas une pichenette, car on a également l'impression que Shin
Shin tourne son visage plus par réflexe de protection, néanmoins par rapport au son, à l'audio, on nous laisse comprendre qu'elle a tout de même envoyé quelque chose avec la force. J'évoquais dans mes précédentes vidéos que Sabine resterait à ce niveau-là concernant sa maîtrise de la force. Et cela, pour l'instant du moins, semble être la direction que Filoni prend avec ce personnage. En réalité, on a plutôt finalement l'impression que c'est Ahsoka qui s'obstine à faire de Sabine une Jedi alors qu'elle doit plutôt l'encourager à penser comme une vraie Mandalorienne plutôt qu'une Padawan. Concernant le combat en lui-même, j'aimerais adresser une certaine critique sur la façon dont celui-ci est filmé. En effet, les plans sont trop souvent resserrés sur le visage et nous empêchent d'apprécier la chorégraphie dans son ensemble. Ce genre de plans peuvent souvent être utilisés pour donner un côté dynamique à une chorégraphie qui peut être un peu lente, mais ça peut aussi être un cache-misère servant à masquer justement une chorégraphie qui ne serait pas très fluide ou ne l'exécuterait pas d'une façon que cela rendrait bien sur un plan large qui dure plus d'une seconde. Ceci dit, j'ai bien plus apprécié le combat contre Ahsoka et Belan. Et en parlant de Belan, c'est de lui qu'il va s'agir de parler maintenant. J'aime de plus en plus ce personnage, je trouve que Filoni a réussi à lui donner quelque chose d'assez unique niveau personnalité. Quant à sa façon de combattre, il a un petit côté Vador par rapport au fait qu'il a l'air absolument inarrêtable avec sa carrure d'armure à glace et ses grands coups de sabre laser. D'un autre côté, c'est un personnage avec des valeurs et un sens de l'honneur tout à fait atypique en dehors des Jedi. Shin, sa Padawan, a l'air par contre d'avoir beaucoup moins de scrupules et semble également plus sujette à se faire dominer par ses propres émotions, un trait de caractère beaucoup plus commun chez les Sith. Cela ne m'étonnerait pas que Shin finisse par le trahir à un moment ou à un autre. Peut-être même qu'elle le tuera, c'est d'autant plus probable car malheureusement, vous le savez ou pas, l'acteur incarnant Belan est décédé et cela formerait donc une fin cohérente pour ce personnage. J'aime également beaucoup le fait que Belan soit bien plus qu'une simple brute épaisse, c'est un personnage subtil, puissant et en parfaite maîtrise de ses émotions. Il ne compte pas que sur ses aptitudes au sabre, mais également sur sa maîtrise de la force afin de corrompre l'esprit de son adversaire. Il semble même que cette faculté soit une marque de fabrique concernant ce personnage, car même contre Ahsoka, la première chose qu'il tente de faire avant même d'engager le combat est de la déstabiliser en lui parlant d'Anakin. Certes, on retrouve cela chez beaucoup d'utilisateurs du côté obscur, mais j'ai quand même l'impression que Belan est passé maître en la matière. Concernant la mise en scène de ce combat, je dois dire que je l'ai beaucoup plus apprécié que au précédent. La chorégraphie a l'air bien plus fluide et on a moins de plans serrés et cela se ressent direct. J'adresse juste une petite critique concernant le début du combat, très samouraï dans son genre. Pour moi, c'est même trop. J'aime ce genre de références, c'est pas un souci. J'aime aussi les références de western quand il y en a, car Star Wars s'inspire aussi de ces œuvres-là. Mais là, ce n'est plus de l'inspiration, c'est vraiment un copier-coller en termes de mise en scène et ça a tendance à me sortir du truc. C'était pareil entre le combat concernant Morgan et Ahsoka et même pareil dans les combats opposant Cad Bane à Boba Fett par exemple. Comme je le disais, à ce niveau-là, ce n'est plus de l'inspiration, c'est vraiment du plagiat. Lucas ne m'a jamais donné l'impression de regarder un film que j'avais déjà vu dans sa mise en scène. Après, je sais que tout le monde n'est pas de mon avis à ce sujet, en tout cas moi c'est mon ressenti. La prochaine scène concerne la corruption de Sabine, dont Belan n'a vraisemblablement eu aucun mal à effectuer. Il semblerait donc que Sabine soit vraiment très attachée à Ezra, vu le peu de résistance qu'elle offre, vu qu'elle laisse aussi son maître pour mort sans réagir, et vu qu'elle se rend sachant qu'elle a une chance sur deux que Belan la tue sans aucune autre forme de jugement. Un acte de la part de Sabine totalement désespéré, tout comme les agissements d'Anakin le furent concernant son souhait de sauver Padmé à tout prix. On arrive enfin à la dernière scène de cette série qui a tant fait parler d'elle puisqu'on retrouve Ahsoka dans le monde entre les mondes. Première question que cela soulève et comment cela est-il possible, car a priori elle tombe dans le ravin et rien si ce n'est la mer et les récifs se trouvant en contrebas n'aurait pu la sauver. Dans ce cas, il est probable qu'elle ait emprunté un passage caché qui s'est activé quand elle est tombée dans le précipice.
Dans l'anime Rebelle, Ezra accède au monde entre les mondes à partir d'un ancien temple, lui révélant l'emplacement caché du portail d'accès contre la paroi rocheuse. Il semblerait donc que ce soit quelque chose d'assez banal, d'assez commun en fin de compte, et il est logique que de tels accès soient dissimulés. On ne sait pas grand chose sur ces portails, sur leur fonctionnement et qui peut les emprunter. Il ne suffit pas d'être sensible à la force pour en déverrouiller l'accès. Palpatine lui-même n'a pas réussi à avoir un accès complet au monde entre les mondes. De fait, seuls quelques élus ont la possibilité d'accéder à ces zones et donc cela pose la question de qui décide, qui est digne d'y accéder ou pas. Probablement les figures mystiques que sont le père, la mère et le fils, du moins ce qu'il en reste, puisque dans Rebelle, spoiler, ces trois entités sont mortes. Des entités qui ne sont pas tout à fait des dieux, mais dont la représentation s'en rapproche assez fortement. Ils n'ont en tout cas pas les pouvoirs de dieux à proprement parler, et de plus, ils sont mortels. Il faut plutôt voir ces entités comme des représentations diverses de la force. Par exemple, le fils représentait le côté obscur, la fille représentait le côté lumineux et le père faisait plus office d'équilibre. Une autre théorie concernant le fait que Ahsoka ait pu accéder au monde entre les mondes suggère que, en fait, elle est tout simplement morte et la zone que nous voyons ne serait pas forcément le monde entre les mondes que nous connaissons dans Rebelle, mais une autre zone y ressemblant fortement. Il pourrait s'agir d'un lieu où les Jedi morts se retrouveraient de manière temporaire, une zone de transition et d'épreuve permettant de devenir par exemple un fantôme de force dans le monde des vivants. Dans le premier cas, si Ahsoka est bien dans le monde entre les mondes, l'apparition d'Anakin n'en est pas moins étrange. En effet, que peut-il bien faire ici et pourquoi attend-il Ahsoka? L'éclairage qui est projeté sur le visage d'Anakin a aussi un aspect très étrange, l'éclairant par le bas, lui donnant de facto un aspect menaçant, dérangeant malgré son sourire. Je dirais même que son sourire aggrave son cas. De plus, les quelques notes du thème de Vador venant clore l'épisode renforcent cette impression. On peut donc se demander s'il s'agit réellement d'Anakin ou si ce n'est pas une projection, une illusion comme celles qui se produisent quand un utilisateur de la Force rentre en résonance avec un cristal Kyber. De la même façon, peut-être que cette projection d'Anakin, si c'en est une, pourrait se transformer en projection de Vador et ce serait en fait une épreuve à Ahsoka qu'il lui faudrait passer. Souvenez-vous, Filoni avait évoqué Gandalf concernant Ahsoka en évoquant le combat contre le Balrog concernant le magicien de Tolkien, le faisant passer de Gandalf le gris à Gandalf le blanc, une épreuve qui aura considérablement augmenté les pouvoirs du vieux magicien. De la même façon, peut-être est-ce là l'épreuve ultime qui attend Ahsoka, là où je vois Gandalf sautant dans le précipice pour accompagner et défier le Balrog, on peut y voir le parallèle dans le fait qu'Ahsoka se soit elle aussi retrouvée dans un ravin. Dans tous les cas, nous verrons tout cela dans le prochain épisode dont je ne doute pas que vous, comme moi, sommes très impatients de découvrir ce qu'il va se passer dans ce monde entre les mondes. En attendant, chers amis Sith et Jedi, à la prochaine.